Départ de saison tonitruant pour les rois du ski suisse Carlo Janka et Didier Cuche caracolent en tête de la Coupe du Monde. Mais comment tenir et s'assurer d'être au top au grand moment, c'est-à-dire aux Jeux Olympiques de Vancouver? Eh ouais, un coup de chapeau. Tout de suite, mes invités, une excellente surprise, en tout cas pour un homme de ma génération. C'est Roland Colombin qui nous rejoint ce soir. Bonsoir Roland. Bonsoir. Roland Colombin, double champion du monde de descente dans les années 70, faut-il le rappeler, et médaillé d'argent olympique à Sapporo, juste derrière Russie. À vos côtés, non, en face de vous, pardon, excusez-moi, c'est Daniel Defago. Regardez bien ce visage, ça vous dit quelque chose? Ben oui, c'est le frère de l'autre, c'est le frère de Didier. Il était aussi skieur professionnel, il vient de raccrocher. Et vous travaillez à la FIS aujourd'hui dans le secteur informatique. Daniel? Oui, bonsoir, oui. Et puis en face, c'est Olivier Brand, ancien skieur aussi, double champion d'Europe de Super G, qui vient de raccrocher et qui est consultant TSR aujourd'hui avec nous. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Et en face de vous, un monsieur que vous avez peut-être déjà vu, Florian Lorimier, c'est le préparateur physique personnel de monsieur Didier Cuche. Alors, messieurs, tout d'abord quand même, la révélation de l'année, peut-être pas de l'année dernière déjà, mais il confirme, c'est Carlo Janka. Tout le monde a été impressionné par ce hat-trick à Beaver Creek. En quoi ce Carlo Janka a-t-il l'étoffe d'un grand? Peut-être Olivier Brand pour commencer. Ouais, l'étoffe d'un grand, je crois qu'il a techniquement, il a tout ce qu'il faut pour aller vite. Maintenant, il a été impressionnant l'année dernière sur les championnats du monde à Val d'Isère. Il arrive à enchaîner avec les premières courses cette année. Ça, c'est déjà une sacrée performance. Maintenant, espérons que ça dure, quoi. Espérons que ça dure. Roland Colombin, vous avez vu les courses évidemment comme tout le monde. En quoi il vous impressionne, vous, Carlo? Écoutez, il m'a impressionné déjà l'année passée. Là, un jeune qui arrive, puis qui skie parfaitement bien, on voit c'est un grand talent, quoi. Puis voilà. Et puis il m'impressionne aussi dans le sens qu'il... J'ai l'impression qu'il ne se pose pas trop de questions. C'est un gars qui a beaucoup de talent puis qui y va, quoi. Voilà. Il ne se pose pas de questions. C'est ce que dit Benjamin Reich, hein, le grand champion autrichien. Il dit, pour lui, c'est stupéfiant. Il fait rarement des erreurs. Et je ne le sens jamais à la limite. C'est aussi votre avis, Daniel Defago? C'est vrai qu'il a un ski très calme au niveau technique. Comme on l'a dit, il n'a rien à se reprocher. Et puis une gestion de la pression mentale qui est vraiment incroyable. On a vu à Solden, il flanche pas, il gagne la première manche, il fait sa deuxième manche comme si de rien n'était. Comme si de rien n'était, c'est voilà, ça, ouais, c'est la différence. Ça. Donc il arrive très bien à gérer la pression. C'est ça qui fait sa force aussi, je pense. Et physiquement, alors, vous qui êtes préparateur physique, est-ce qu'il vous impressionne? Ce qui est impressionnant, c'est sa fluidité, sa facilité dans la technique, mais on voit justement que tout paraît facile pour lui. Il a un ski, je pense, très très économique, donc c'est aussi un atout justement pour supporter une saison complète, puis pour enchaîner les courses comme le week-end passé. Donc c'est impressionnant, les aptitudes physiques, c'est clair qu'il a un potentiel énorme. Alors il y a quelque chose qui est très intéressant avec Janka et Cuche, c'est que Carlo Janka, il a 23 ans, Didier Cuche, il a 35 ans, et les deux sont au top. Mais en quoi ces deux garçons se ressemblent-ils et en quoi se différencient-ils? Florian Lorimier. Physiquement, je pense qu'ils ont chacun trouvé leur technique de ski par rapport à leurs aptitudes physiques. Donc là, ils ont vraiment trouvé l'osmose, le setting qu'il faut entre leurs possibilités de base. Après, je pense techniquement, ils ont une technique vraiment, vraiment parfaite. Mais là, je pense que c'est plus les spécialistes de ski qui pourront en parler. Olivier? Ouais, je crois que Didier, il est vraiment monté en puissance pendant toutes ces années. C'était un gros bosseur et c'est toujours un gros bosseur. Janka, c'est peut-être un peu plus de talent dès la base. Et c'est vrai que de toute façon, pour arriver à ce niveau-là, il faut bosser. Maintenant, Mais est-ce qu'ils se ressemblent au niveau du style, au niveau... Je dirais que Didier est plus en puissance, comme disait Florian. Janka plus léger, plus économique dans son style de ski. Et, on a l'impression qu'il ne fait pas d'efforts, Janka, disent les spécialistes. Ouais, c'est vraiment ça. On a l'impression quand il arrive en bas qu'il n'est pas fatigué par rapport aux autres. Et vous partagez cette analyse, Roland Colombin? Je ne me rappelle plus la question. Qu'est-ce qui ressemble dans le style de Janka et Cuche et qu'est-ce qui se différencie? Pas vraiment. Janka, c'est vraiment un talent pur, à mon avis. Puis Cuche aussi, bien sûr, qu'il faut avoir du talent pour faire ce qu'il fait, Cuche. Mais c'est un grand travailleur. Vous aviez un style très particulier. On avait toujours l'impression que vous alliez vous casser la figure et vous teniez sur vos skis. Oui, mais bon... Et vous étiez très différent de Russie. Oui, mais ça veut dire qu'avec les skis d'aujourd'hui, peut-être je skierais un peu comme Janka, je veux dire, parce que j'avais aussi beaucoup de talent, parce que je m'entraînais un peu le moins possible. Mais j'avais pas un entraîneur physique qui me collait au cul pour me dire tu dois faire ci, tu dois faire ça.
bon, je savais quand même, je devais quand même m'entraîner, je le savais. Parce qu'on ne peut pas arriver à ce que j'ai fait sans entraînement, bien sûr, même il y a 30 ans en arrière. Mais là, ouais, ben voilà, Cuche, c'est un gars qui a bossé fort, et puis moi je lui tire le chapeau. Enfin, j'ai eu l'occasion de le féliciter l'année passée. Je vous propose de voir quelques images d'ailleurs de vous à l'époque. Roland Courlemas, c'était tout à fait votre style, ça, toujours un peu à la limite. On avait peur pour vous quand vous descendiez. Et puis effectivement, on va le voir aussi sur des images là qu'on voit là. Voilà, vous étiez très contrasté, vous allez les voir sur vos petits écrans. À l'entraînement, là, sur vos écrans devant vous, regardez Roland, pas sur cette image-là, sur votre écran devant vous. Ah bon? On voit que vous avez une attitude particulièrement décontractée qui parfois surprenait oui, bon, et vos collègues et les journalistes. Le décontracté du départ, ça ne veut pas dire que j'étais décontracté. Ouais. Parce que, par exemple, je vais vous dire une chose, je dormais toujours avec Philippe Roux, qui lui, 5 minutes après, il dormait, mais moi, là, à 3 h le matin, des fois, j'avais encore pas dormi, donc j'étais pas si décontracté que ça. C'était votre au départ, je donnais nature. cette impression-là, parce que j'avais besoin de faire un peu le guignol pour, justement, pour un peu oublier, oublier le stress de la course, quoi. Mais la préparation physique à la Lorimier, si j'ose m'exprimer ainsi, c'est-à-dire 140 jours de travail avec Didier Cuche sur la saison, c'est ça, hein? C'est ça, ouais. Ça, c'est un truc qui était inconcevable à votre époque. Pardon? Une préparation de 140 jours spécifique toute la saison. C'est-à-dire que nous, moi, je travaillais beaucoup, je dois dire, à l'entraînement avec les entraîneurs de l'équipe suisse, je faisais le moins possible. Parce que j'avais l'impression d'être à l'armée, j'ai jamais aimé l'armée, par exemple. Mais par contre, je m'entraînais beaucoup chez moi à la maison. Alors, moi, le matin, je sortais de ma maison à 8 h le matin, mais jusqu'à midi, je m'entraînais. D'accord. Par contre, à 2 h 30, j'allais jouer aux cartes, puis les gars du coin, ils disaient, voilà comment Coleman s'entraîne, il joue aux cartes. Ah ouais, vous avez bien caché votre jeu quand même à l'époque, vous avez bien caché votre jeu. On va voir aussi des images intéressantes qui sont passées dans un reportage qui a été réalisé récemment par Jean-Marc Chevillard, notre réalisateur, et Jean-Baptiste Flamand. Ça, ce sont des images de l'entraînement de Cuche aujourd'hui. C'est extrêmement intense. Alors, expliquez-nous, Florian Lorimier, préparation physique, 140 séances par année, et puis on travaille, si j'ai bien compris, sur la force, l'équilibre, l'explosivité, l'endurance, la coordination, ça paraît beaucoup. Ouais, ça fait beaucoup de choses parce que justement le ski c'est une discipline d'habileté, hein, donc il faut de la force, mais il faut aussi avoir un toucher, une fluidité très très importante. Donc on essaye de bien travailler ces contrastes, de la force maximale, mais aussi justement de la finesse d'appui, de toucher, parce que tous les sports de glisse ont besoin de ça. Donc ça fait une préparation assez variée, assez sympa aussi à faire malgré tout. Puis 140 séances d'entraînement, ça peut paraître beaucoup, mais on les atteint quand même assez facilement. Hein. Alors, ce que vous dites, ce qui semble vrai, on le voit avec Didier Cuche chaque saison, c'est-à-dire vous poursuivez l'entraînement personnel avec lui entre chaque épreuve, et effectivement, Didier Cuche, il s'améliore généralement en fin de saison. Oui. Là, il est bon en début de saison. Donc, ça veut dire que vous avez vraiment bossé les années précédentes pour qu'il soit au top à Vancouver. On peut dire ça, mais cette année, l'année passée, il est aussi très très bien parti, un Solden l'année passée en faisant une deuxième place. La préparation, durant ces 10 dernières années, n'a pas tellement varié sur le principe. Après, c'était influencé par des blessures aussi qui sont des fois arrivées par des choses annexes en pleine saison d'été. Mais on a une préparation qui reste la même s'il y a une période des championnats du monde ou des Jeux Olympiques. D'accord, mais comme la question qu'on pose aujourd'hui, c'est comment tenir jusqu'à Vancouver, est-ce que vous pensez que vous avez la méthode, lui, vous, pour éviter l'accident d'ici Vancouver, ou est-ce que l'impondérable, c'est l'impondérable? Ah bon, l'accident, ça c'est encore autre chose. Mais au niveau physique, en tout cas, Didier n'est pas encore au top de ses possibilités actuellement. Il peut aller mieux. Mais il va aller mieux. Il va aller mieux, comme ces dernières années, parce qu'on a le même schéma. L'année passée, avant Val d'Isère, on a aussi refait un cycle un petit peu spécial tout début janvier pour être bien en février. Mais c'est quelque chose qu'on adopte chaque année, ce qui fait que les dernières courses de la saison, il arrive toujours à bien les finir, quoi. Daniel Defago, frère de Didier, on a vu que l'année dernière, votre frère a explosé. Il a gagné Kitzbühel et l'Oberhorn en 2 semaines. Vous m'avez dit c'est dû au fait que tous les facteurs étaient réunis au bon moment. Qu'est-ce qu'il y avait de plus pour qu'à un moment donné, il gagne? Là, on a vu que Didier tournait déjà pas mal autour des podiums durant toute la saison, même les saisons d'avant. Il lui manquait un peu le petit truc pour qu'il soit devant. Là, le jour-là, tout a joué. Même Wengen, une course sur laquelle il n'a jamais été très très vite, il se sentait bien aux entraînements aussi. La confiance est venue petit à petit au fil de la saison.
Ensuite, il a fait la course où il a fait aucune faute, alors que d'habitude, il en fait toujours une petite où il ne faut pas. Ouais. Voilà. Donc, vous dites qu'il s'était amélioré en régularité aussi. Voilà, oui. Oui, Le fait qu'il... Bien sûr, au niveau des entraînements, il arrive toujours à faire des manches régulières et en course, il y a toujours un petit passage qui coince, comme on dit, alors qu'à ce niveau-là, on peut plus se permettre de faire la moindre faute. Donc après, il faut gagner en régularité dans la manche et dans les deux manches pour ce qui est du géant ou du super combiné. D'accord. Rassurez-nous sur un point, j'ai lu qu'il avait eu cet été, il avait un problème avec sa marque de ski qui avait décidé, parce qu'ils sont en crise économique, de baisser les salaires de leurs skieurs de 50%. Il était très énervé, je crois, Didier Defago, votre frère. Est-ce que ça va mieux? Est-ce que ce problème est réglé? Ou est-ce que c'est le genre de truc qui peut complètement déséquilibrer la machine? Alors, ça n'a pas été le seul à être très énervé, je dirais. Au niveau des marques de ski, c'est vrai que c'est pas évident. Surtout, ils avaient eu un hiver assez difficile, l'hiver, je dirais, 2008-2009. Donc, ils ont essayé de trouver des solutions en parlant avec les athlètes. Ça n'a peut-être pas été la meilleure solution. On ne sait pas ce que ça va donner pour l'avenir non plus. Est-ce que les autres firmes vont suivre également? Mais là, Là, oui, ça s'est bien passé. Ils ont trouvé un bon compromis. Donc il est plutôt serein, quoi. Ils ont financé, l'athlète a financé le serviceman pour les entraînements dans l'hémisphère sud. D'accord. Voilà. Alors maintenant, on va quand même aborder le vif du sujet. Qu'est-ce qu'il faut faire, messieurs? Qu'est-ce qu'il faut faire ou qu'est-ce qu'il faut éviter pour être au top à Vancouver? Parce qu'on est vraiment en avant-saison. Olivier Brand, vous avez une petite idée? Est-ce qu'il faut, par exemple, comme le disent certains, faire l'impasse sur une épreuve de temps en temps? On dit basta à la Coupe du Monde, objectif Vancouver, ou est-ce que c'est presque impossible à demander à un skieur de compétition, ça? Impossible pas, c'est une discussion qu'il doit avoir avec les entraîneurs. Maintenant, chaque année, le programme il est hyper chargé. C'est à voir s'ils ont un coup de moins bien en janvier ou comme ça, ou si un virus, une maladie, des fois, il faut faire une pause. C'est vraiment au cours de sentir la chose, de s'adapter avec les entraîneurs. Et puis maintenant, c'est surtout à Swiss Ski de faire un bon boulot, de protéger les athlètes, parce qu'ils vont être hyper sollicités après le début de saison qu'ils ont eu, quoi. Ouais. Tu veux dire au niveau médiatique? Au niveau médiatique. Roland Colombin, la pression médiatique à l'époque déjà, quand même. Hein. Moi, non, ça me dérangeait pas trop, non. On les envoyait promener s'ils nous embêtaient. Non, mais moi, ça m'impressionne un peu ce que vous dites là, de préparer une saison pour les Jeux Olympiques. Moi, je me disais à l'époque, pourvu que je sois en forme début de saison, puis bon, les Jeux, on verra bien. C'était pas... Enfin, moi, c'était un peu ma façon de voir les choses. Comme on dit, course après course pour vous. Oui, tout à fait. Mais moi, je pense qu'un gars qui est en forme en début de saison, les Jeux Olympiques, c'est pas si tard, c'est au début février, donc il n'y a pas de raison que... Moi, je pense que c'est un bon problème, parce que c'est bien qu'il ne faut pas s'inquiéter parce qu'ils sont en forme maintenant. Justement, comme Didier, on a gardé exactement le même planning, donc s'il est déjà en forme maintenant, il sera encore plus fort après. Enfin, on a tout fait pour, donc moi, je pense que c'est une crainte un peu helvétique de dire, oh mon Dieu, on a la réussite, on va la perdre, puis on commence à paniquer, alors qu'on a plutôt se dire qu'ils peuvent encore aller plus loin, et c'est qu'une bonne chose. On se prépare pour la saison, puis bon, les Jeux Olympiques, c'est aussi dans la saison. Puis bien voilà. sûr. Autant faire le plein de confiance dès le début. C'est tout ça d'engranger en point. Tout à fait. Il faut pas. Je pense que certains ont besoin de cette pression. Certains ont besoin de ne pas relâcher la pression jusqu'au moment J, d'être habitué à cette pression. Et il y a peut-être un petit avantage psychologique à être en forme aussi en début de saison? C'est évident, sûr, mais tout ce qui est pris, le succès, c'est le meilleur moyen de se mettre en performance. Donc, bon, ceci dit, alors on est obligé d'en parler, ça vous est arrivé à tous. Hein. L'accident, vous êtes tous des skieurs qui ont subi des accidents. Hier, on a appris que Jean-Baptiste Grange s'est blessé, il a le ligament croisé antérieur déchiré. Et en fait, c'était à Beaver Creek, pendant un slalom, sans tomber quand même. Hein. Ça fait peur quand on entend ça. Stéphane Gergel s'est fait mal à la main, il ne peut pas non plus aller en Vancouver. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire pour éviter l'accident? Ça vous impressionne aussi, Roland Colombin, le fait qu'on puisse se blesser sans... Il faut refaire des skis comme on avait nous, comme ça il n'y a plus de problème. Alors précisez votre pensée, parce que tout le monde n'est pas au courant. Ça veut dire qu'avec vos skis où on se cassait la figure ou Oui, non, mais on voit bien, l'autre jour, on voit les gars, ils sont projetés 2 mètres en l'air, ça part comme sur des ressorts, puis... Parce que justement, ces skis tiennent tellement bien que nous, on dérapait, on n'avait pas ces problèmes-là. On n'a jamais de problème de genoux, jamais. Vous n'aviez pas de problème de genoux, hein, ce qui est vraiment... Non, bien sûr que non. L'accident le plus généralisé dans le ski, au PSPA, Florian Rémy.
Mais on peut rien faire, par exemple pour le croisé, on peut rien faire, même une bonne préparation, et on a beau être très fort, etc., très, très réactif. Le temps de contraction de la musculature est trop lent et le croisé pète avant. Donc, tant que le ski, justement, guide et puis est un trop fort pouvoir guidant, on a ce risque-là. Ouais. Alors, une petite pensée pour Daniel Albrecht, qui ne sera probablement pas à Vancouver non plus, Olivier Ban. Ouais, je pense que ça sera prématuré pour lui de revenir sur les skis cette année. Enfin, au moins pour les Jeux, j'espère qu'il reviendra un peu en fin de saison, mais certainement pas sur les courses parce qu'il est protégé là, par le statut de blessé du règlement FIS. Et je pense qu'il faut qu'il ait la patience de se repréparer et de voir comment ça se passe pour l'année prochaine. Idem pour la Ragoute, on le sait. Je vais vous poser une petite colle. Est-ce que vous vous souvenez qui était champion du monde de descente à Turin en 2006 et qui était deuxième, qui était troisième? Aux Jeux Olympiques. Aux Jeux Olympiques de Turin 2006. Deneria, bravo. Ouais. Devant. Olympique, ah oui. Olympique, ouais. Les champions du monde. Ouais, excusez-moi, Jeux Olympiques. C'était Il a le Kernen. Oui, bien sûr. Alors, Jeux Olympiques, 1 Deneria, 2 Qu'est-il, Lomat Valchofer, 3 vous devriez le savoir, Kernen, Bruno Kernen. Ouais. Dans ce trio-là, donc, on avait quand même un peu une surprise, Deneria, vous êtes d'accord? Valchofer, on l'attendait. Il y a souvent des surprises aux Jeux Olympiques. Et puis en Super G, vous vous souvenez, je vous le dis rapidement, un Omot, favori de Armin Mayer, 3 Ambrosi Hoffmann. Et en géant, un Reich de Joël Chenal, le français. La surprise, 3 Mayer. Ce qui prouve bien qu'il y a, dans un trio aux Jeux Olympiques, il y a toujours une surprise. Bon, Deneria venait une année après son genou, il a fait croiser une année avant, et il est... ce qui l'a motivé pendant toute sa réhabilitation, c'était les Jeux Olympiques. Je veux tout faire pour être champion olympique, et il l'a fait. Exceptionnel. Et les Norvégiens comme chaque année. Ouais. Et les Norvégiens comme chaque année. Il faut peut-être souligner aussi que les Jeux Olympiques, il n'y a toujours que 4 par nation, donc c'est pas forcément il n'y a pas le même nombre de concurrence, même densité qu'en Coupe du Monde. Faut pas oublier aussi que Deneria partait aussi dans les 30 meilleurs au monde, donc je pense que dès que quelqu'un a un dossard dans les 30 en Coupe du Monde, il a sa chance. C'est vrai qu'on peut parler de surprise si c'est pas régulièrement, mais à ce niveau-là, tout se joue à des centièmes, et je pense que la poche est vraiment petite. Alors, une dernière question qu'on va aborder quand même, parce que là, on a vu donc Kyushianka, ça part très fort, Defago est pas loin, tout va bien. Et pourtant, il y a eu un changement d'entraîneur. On est passé de Patrice Morizot, qui nous a quittés lâchement pour aller chez les Français, non mais je plaisante, à Mauro Pini. Manifestement, ça ne trouble ni l'un ni l'autre. Olivier? Ouais, je pense que c'est un changement. Je sais pas par quoi ça a été motivé exactement. Bon, Patrice, il est parti sur un autre défi avec les Français. Il a du boulot. Malheureusement, ça s'est mal passé déjà avec Dalsin qui s'est blessé. D'accord. Mais au niveau personnel, manifestement, c'est pas le changement d'entraîneur qui bouleverse les skieurs là. Non, à voir pas. Je crois que c'est quelqu'un Mauro Pini, c'est quelqu'un qui est très ouvert à la discussion. Donc tout de suite, les skieurs se sont trouvés en confiance avec lui. Et d'après ce que j'ai entendu, ils ont eu vraiment de quoi faire du bon boulot dès le début, quoi. Okay. Roland Colomba, vous avez subi ça à l'époque moi, bien sûr. Moi, je dois dire sincèrement, à mon avis, l'entraîneur, il comptait. Enfin, pour moi, à l'époque, il comptait plus beaucoup. Je veux dire, à partir du moment où on est rentré en Coupe du Monde, moi, j'avais besoin d'un entraîneur qui soit un bon copain, qui me laisse faire un peu la vie que je voulais, toi, qui me foute un peu la paix. C'était ça un bon entraîneur pour moi, parce que un gars qui connaît puis qui comprend un peu. Puis si de temps en temps, il y a un petit truc je pense que que ça change l'entraîneur, c'est pas bien grave s'il est sympa aussi. Le plus important, c'est qu'il soit sympa, qu'il soit en forme. On souhaite en tout cas, merci beaucoup messieurs d'avoir participé à ce Café des Sports. On souhaite bien sûr à nos amis suisses de bien se comporter toute la saison et au JO. Tout de suite, Inter Milan, Rubin, Kazan, le match de Ligue des Champions. Et nous, on se retrouve en janvier pour un nouveau Café des Sports. Merci, bonsoir.